Vivante Église. Alors, vous avez parlé de cette période de la colonisation, puisque je rappelle que nous parlons de la guerre d'Indochine, du temps de la colonisation indochinoise, et puis de cette amitié qui dure entre la France et l'Asie, peut-être tissée à travers toutes ces années. Julie Mariès, je rappelle que vous organisez la manifestation de l'ANAI, l'Association nationale des anciens et amis de l'Indochine, qui a lieu pour sa section de Haute-Garonne samedi prochain, autour du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu. Vous avez parlé de l'amitié franco-indochinoise, vous avez parlé de la colonisation française, vous avez employé le terme du cœur. En même temps, elle est très controversée, cette période, et tout le monde n'en garde pas peut-être un souvenir et un désir de poursuivre une amitié qui serait née à ce moment-là. Comment est-ce que vous expliquez comme ça une grande disparité d'approche par rapport à ces années de colonisation ? Alors d'abord, je pense qu'il y a eu tout simplement des mensonges qui ont été diffusés, parce qu'il y a quand même eu une très belle œuvre colonisatrice. Je parlerai après de l'œuvre religieuse, mais il faut savoir par exemple que sur le plan médical, c'était des régions qui étaient frappées par la peste de façon endémique depuis des générations, et que c'est un chercheur français qui était allé là-bas, Alexandre Yersin, et qui a découvert le bacille de la peste, et que donc les premiers bénéficiaires ont été les habitants de l'Indochine française. Voilà. Donc on a bâti quand même des hôpitaux, des écoles, etc. Ça, c'est le côté positif qui parfois a été méconnu. Cela dit, il est évident qu'il ne faut pas nier des aspects négatifs. Voilà, des collusions. Voilà. Il y a eu de la corruption, il y a eu du travail forcé, il y a eu des famines contre lesquelles rien n'a été fait, etc. Voilà. Ça, c'est évident. Et alors pour nous, ce qui est très intéressant, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, l'aventure indo-chinoise, elle mêle beaucoup d'aspects qui sont imbriqués. C'est-à-dire que vous avez l'aspect militaire, l'aspect politique, l'aspect culturel, et vous avez l'aspect religieux. Et le fait religieux, c'est par là que tout a commencé. En fait, pendant 2 siècles, avant que la puissance politique, sous l'impulsion de Jules Ferry, ne mette en place l'armée. Voilà, la colonisation n'arrivait pas avec l'Évangile, il était déjà là. Voilà, il était là depuis 2 siècles. Et alors, ce qui est très intéressant, il y a pour moi un personnage qui donne une lumière très intéressante sur toutes ces époques, c'est le jeune Marcel Van, qui était un jeune Vietnamien, qui est mort en 1958 dans un camp marxiste, un camp Viet Minh, et qui était un religieux rédemptoriste. Et alors, à mon avis, il a une histoire qui résume tout, et que je vais tâcher de résumer en quelques instants. Ce jeune garçon, quand il était enfant, donc dans les années 30, il a connu la chrétienté, j'allais dire, sous son jour noir. Il a connu les catéchistes vietnamiens corrompus, débauchés, il a connu les coups de bâton, il a connu tout ce qui pouvait être révoltant pour un jeune enfant, il l'a connu. Et donc il était, non pas anti-chrétien parce qu'il avait une foi très profonde, mais il était anti-français. Il avait même une haine de tout ce qui était français. Et alors ensuite on part donc sur le fait religieux. Alors là après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais voilà, je me situe volontairement sur un plan religieux. Il a eu une expérience mystique très forte, et notamment des conversations. Ça, voilà, comme je vous parle, il a parlé à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et au Christ. Et qui lui ont fait aimer la France, en fait. Et qui lui ont expliqué que si la France était là, bien sûr, il y avait des aspects honteux et révoltants, mais qu'au-delà de ça, il fallait aimer la France que le Christ aimait, parce que cette France, elle avait reçu une mission qui était d'aimer le Christ et de le faire aimer au reste du monde. Alors, je ne dis pas que la France était le seul pays à avoir reçu cette mission, c'est pas ce qui était dit. Mais voilà, c'était une de ces missions. Et si on voit les choses dans cet éclairage, toute l'aventure indochinoise prend une autre dimension. Est-ce que on a considéré aussi que la colonisation a desservi l'Évangile? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Foreau? A desservi l'Évangile parce que les missionnaires, ceux qui apportaient l'Évangile, ils étaient perçus comme la puissance coloniale, et donc ils ne pouvaient pas parler parce que c'était grillé d'avance. C'est une immense question. Est-ce que la colonisation a desservi l'Évangile ?
C'est vrai que de toute manière, évangile et colonisation, qu'on le veuille ou non, ont été en partie liés. Alors effectivement, selon les zones du monde, ce sont les missionnaires qui précèdent finalement les administrateurs, les diplomates et les militaires. Dans d'autres zones, je pense par exemple en partie à l'Afrique noire, c'est l'inverse. C'est finalement les Européens qui, globalement, en s'installant dans le bassin du Congo, par exemple, vont faciliter le travail des missionnaires. Cette question, elle n'est pas récente, parce que Bartolomé de las Casas, dont vous avez fait une émission il y a quelques mois, dans l'Amérique espagnole, se pose la question. Et c'est vrai qu'au XVIe siècle, il y a même des questions dans l'histoire coloniale qui peuvent aujourd'hui nous étonner. Mais si je reste au XVIe siècle, la question de savoir, est-ce que les Indiens ont une âme ? Est-ce que ce sont des créatures aimées de Dieu ? Alors ça ne s'est pas posé, je dirais, au XIXe siècle dans le cadre indo-chinois, mais ça s'est posé au début de l'arrivée des Espagnols. En particulier avec le sacrifice humain qui ont énormément choqué les Espagnols. La question a été tranchée au plus haut sommet de l'Église en disant oui, ce sont des hommes aimés de Dieu et donc il faut y faire attention, ce qui n'a pas empêché la colonisation espagnole d'être rude. D'y faire moins attention. D'y faire moins attention. Mais on pourrait parler aussi, mais ça mériterait une émission, l'attitude vis-à-vis des Guaranis, les Jésuites et les Portugais, les Espagnols au XVIIe, XVIIIe siècle, avec le film Mission. Donc il est évident que cela soulève toute une série de très très graves questions et je crois que les missionnaires ont, je dirais, une sensibilité peut-être particulière pour certains, dans la mesure où ils ont bien vu qu'il pouvait y avoir contradiction. Contradiction entre des fois une violence d'État, qui pouvait avoir lieu, le Congo belge par exemple, qui est un cas intéressant. Il y a eu une vraie violence de l'État colonial. Pourtant, ce fut une région extrêmement christianisée, peut-être une des plus christianisées du monde africain. Et pourtant, c'est dans cette région qu'en 1994 s'est produit la catastrophe du génocide du Rwanda. Donc, vraiment, ce sont des questions qui sont encore extrêmement ouvertes. Et je voudrais finir sur un dernier mot. Pour vous dire l'actualité de ces questions, c'est que le ministère de l'Éducation nationale a placé, avec l'accord des professeurs responsables dans les universités, 2 questions coloniales au CAPES et agrégation. Puisque l'avant-dernière question en histoire contemporaine, ce fut le monde britannique au XIXe siècle. Et donc, le monde britannique, c'est aussi la question coloniale. Et la dernière question, qui s'est terminée, les étudiants planchent à l'oral en ce moment, ce sont les sociétés coloniales, 1850-1950. Donc, vous voyez que l'actualité de cette question historique est très importante et je dirais, fait l'objet des études pour le CAPES et l'agrégation cette année, par exemple. Julie Mariès, cette journée que vous organisez samedi prochain, avec une messe et puis d'autres événements, ça vous paraît, le fait qu'il y ait des choses de l'ordre militaire, peut-être de l'ordre politique, et puis une messe, ça vous paraît aller de soi ? Oui, parce que c'est tout simplement tous les éléments qui ont composé l'Indochine. Voilà. L'Indochine, ça allait de la carmélite au marsouin, en passant par le journaliste, par l'administrateur, par l'homme politique. C'était tout ça. Donc nous avons voulu rappeler tous ces éléments. Général Loridan, vous faites partie de la NAI. Oui, je fais partie de la NAI. Cette association. Je suis tout à fait d'accord avec Julie. On a monté ça un petit peu ensemble. Et moi, je partage absolument l'avis de Julie. La colonisation, c'est le militaire, c'est le religieux, c'est le politique. Et c'est le cœur. Et c'est le cœur, je leur dis. Marie-Christine Monnoyer. Alors, je crois qu'effectivement, c'est très lié parce qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a 10% des Vietnamiens qui sont chrétiens. La première question que m'ont posée mes étudiants quand ils m'ont vu arriver à Saïgon, alors que je ne portais pas de croix, c'est « Est-ce que vous êtes chrétienne ?» Et j'avais évidemment très rapidement repéré que nombre d'entre eux portaient une petite croix. Et la deuxième question, ça a été « Est-ce que vous voulez qu'on vous emmène à la messe ?» Voilà.
Et donc, la toute première fois où je me suis retrouvée prof à Ho Chi Minh. Oui, prof à l'université d'État. Prof à l'université de Ho Chi Minh, des étudiants m'ont emmenée à la messe. Et donc, c'est vrai même si l'évangile est arrivé avant la colonisation, une des suites de la colonisation, c'est la présence chrétienne. Et cette présence chrétienne, aujourd'hui, elle est très visible. 10% d'une population, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même important à partir du moment où ces 10%-là vont régulièrement... Sont motivés, moteurs et acteurs. Par exemple, quand vous êtes à Ho Chi Minh... Mais c'est plus qu'en France. C'est plus qu'en France. 10% de pratiquants. Voilà. Actuellement, la France, c'est 4,5 à 5% de pratiquants hebdomadaires. C'est plus qu'en France. Et par exemple, tous les jeudis soirs à Ho Chi Minh, en face de la cathédrale, autour de la statue de la Vierge, il y a des gens qui viennent prier à 20h, quand c'est plus l'heure de rien, parce que... Et ça, vous l'attribuez évidemment au travail des missionnaires, à la présence et tout, mais aussi à la période de la colonisation qui a contribué, aidé... ça ne peut pas être autrement, même si entre la colonisation et avec la guerre et après avec la montée du Viet Minh et le gouvernement communiste, la vie des chrétiens a été loin d'être facile. Ce sont les premiers, par exemple, les chrétiens, qui ont été emmenés du nord vers le sud pour transformer la mentalité des sudistes du Vietnam et leur donner une couleur plus nordiste lorsque la réunification a été réalisée. Quelle que soit leur volonté, on leur a dit, vous allez aussi. Et on a envoyé les chrétiens. Parce que c'était à la fois parce que c'était une sorte de semi-punition. Et ceux-ci ont vécu des heures plus que douloureuses. Et quand vous êtes dans une certaine intimité avec ces familles, vous imaginez ce que cela a pu être. Justement, Michel Loridon, le fait que la guerre d'Indochine se soit terminée par une défaite et que la France se soit retirée, ça a eu une incidence par rapport à la façon dont on peut regarder ces années de colonisation, leurs apports, leurs ombres et leurs lumières. Je n'ai pas été gêné quand je suis arrivé en 91 pour cette mission. Je n'ai pas été gêné par le fait colonisateur d'autrefois. Et les Cambodgiens m'ont tout de suite prouvé que c'était passé et qu'ils attendaient encore beaucoup de nous. Donc, je crois qu'ils ne nous ont pas oubliés, on le voit encore aujourd'hui, et la colonisation a été un fait. Nous avons perdu l'Indochine, ils se sont retrouvés indépendants, mais les Français sont toujours présents dans leur cœur, manifestement. Et la plupart des missionnaires, des prêtres qui les forment là-bas sont encore des Français, et non pas des Australiens ou d'autres qui ont essayé pourtant de nous évincer de ces régions. Julie Mariès, qu'est-ce qu'on va faire d'autre que la messe à l'église de l'Ardenne à 10h, le jour de la manifestation de la Naï ? Donc, à l'issue de la messe, il y aura d'abord une cérémonie au carré militaire, qui est juste à côté de l'église, à l'Ardenne, pour rendre hommage d'abord aux morts, aux combattants morts. Au carré militaire, il y a une 30aine de tombes de morts en Indochine. Et il faut savoir que l'Union française, donc qui s'est battue là-bas, c'était à la fois des soldats originaires de France, mais aussi des tabords marocains, algériens, mais aussi des bataillons laotiens, vietnamiens, etc. Donc c'était très très varié, et ils sont tous représentés à l'Ardenne. Ensuite, une cérémonie d'hommage aux vivants, donc aux anciens combattants qui seront là, et puis à ces communautés, donc les Hmong particulièrement, mais aussi cambodgiens, vietnamiens, laotiens, qui ont fait le choix de la France et qui l'ont payé souvent très cher. L'après-midi, donc là, nous serons à la base militaire de Roquemorel, dans le quartier de la Clinique Pasteur, c'est ouvert à tous. Donc quelques prises de parole sur donc le travail des missionnaires, la présentation de la figure de Marcel Vannes, et puis la présentation des Hmong, qui souvent sont peu connus des Français, et puis des expositions et des stands. Une conclusion, vous tous, par rapport à tout ce qu'on a évoqué dans cette émission, la présence française en Asie qui demeure finalement extrêmement vivante, avec une amitié. Vous ne percevez absolument aucune hostilité en tant que Français, vous quand vous êtes allé au Cambodge en 1992, et vous, Marie-Christine, lorsque vous allez au Vietnam. Moi, si je devais apporter une conclusion, ce serait que les Français ont été des colonisateurs, mais maintenant, les Vietnamiens sont pour nous des éducateurs de l'Asie.
Et donc, on a fait un changement, on dit en mathématiques, biunivoque, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Alors que les colonisateurs avaient évidemment l'impression d'être eux-mêmes des apporteurs. Aujourd'hui, je trouve que ce peuple, ce pays, nous apporte et nous apprend. Général Loridan. Vous avez parfaitement raison. Il faut encore attendre de ces gens-là qu'ils nous apportent quelque chose, mais on a peut-être notre petit grain de sel à garder dans ces pays aussi. Philippe Foreau. Je dirais que si on se place sur le plan de l'histoire de la chrétienté, ben peut-être que l'avenir de la chrétienté passe par l'Asie, peut-être. C'est-à-dire que finalement, notre vieille Europe a une tradition chrétienne, mais dont on sait qu'elle traverse une crise. Peut-être qu'effectivement, quand on voit les séminaires asiatiques, quand on sait que la moitié des jésuites aujourd'hui viennent d'Inde, c'est un ordre qui a été surtout français et italien il y a 3 siècles. Maintenant, c'est à moitié asiatique. Donc, une partie de l'avenir du christianisme va se jouer sans doute en Asie. Et donc, ce sera pour l'historien du christianisme et l'observateur des questions religieuses un continent à regarder avec attention. Julie Mariès, avec vous, on peut insister sur le fait que l'ANAI est une association des anciens, mais aussi des amis. Les amis, c'est votre cas. Vous êtes une toute jeune femme. Vous n'avez pas une histoire familiale particulièrement marquée par l'Indochine, mais il y a je ne sais pas, un amour de ce pays, une fascination pour ce territoire qui fait que vous êtes active et présente dans cette association dont vous avez bien dit que les manifestations de samedi prochain sont ouvertes à tous. Oui. Vous voyez, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai pris des contacts avec à la fois les anciens combattants et puis les représentants donc de communautés Hmong, vietnamiennes, cambodgiennes, etc. Souvent, c'est des gens très discrets, vous savez, qui vivent en France sans trop parler, et les Français ne connaissent pas leur histoire. Et quand je suis arrivée en leur disant, voilà, on va monter cette journée, on a envie de vous dire, l'amitié elle dure, on a envie de vous rendre hommage, de vous dire merci et bravo. Mais vous n'imaginez pas le frémissement que j'ai lu dans les yeux, comme s'ils se disaient, mais enfin, on va reconnaître qui on est, on va parler des souffrances de nos pères, on va parler de nos choix, et on ne va pas avoir honte. Et ça, c'était un bonheur qu'on n'imagine pas. Et je pense que c'est pour ça que c'était important de faire cette journée. Ça tient aussi à leur présence en France et aux liens dont ils ont besoin avec des Français, avec la vie qu'ils ont choisie, quelquefois par contrainte et quelquefois par véritable choix. Ça tient aussi à leur propre intégration que nous honorions leur histoire. Est-ce que c'est ça que vous pensez ? C'est ça. Si vous voulez, ils ne sont pas en France par hasard comme des gens qui viendraient, je ne sais pas moi, d'Australie ou du Brésil. Vous voyez, c'est vraiment, ils ont reçu ça de leur père. Leurs pères ont fait des choix dont eux ont été obligés d'assumer les conséquences. Mais on sent en eux un amour de la France qui semble avoir été héréditaire. Vous voyez, c'est très frappant. Et du coup, ils ont soif d'être reconnus, en tant qu'ayant fait partie de l'histoire de la France depuis 3 siècles, et en tant que une richesse de cette histoire, et non pas comme des gens qui qui ont voulu se débarrasser d'un colonisateur ou qui sont ici par hasard. Voilà. Je rappelle donc cette manifestation de l'ANAI samedi prochain avec d'abord la messe à l'église de l'Ardenne, puis toute une série de manifestations à la base de défense de Toulouse, rue de Roquemorel. Je donne le contact de l'association l'ANAI pour ceux qui souhaiteraient la contacter. C'est le 05 61 49 28 42. Vous étiez dans cette émission Julie Mariès, Marie-Christine Monnoyer, Philippe Foreau et Michel Loridan. Demain, nous poursuivrons sur les anniversaires puisque nous parlerons des 50 ans de l'Arche en France. L'Arche de Jean Vanier, ce magazine Vivante Église, était réalisé par Christophe Aubry et produit par Sabine Caz. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.